Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Hamza Boussaïdan pour parler de sa compagnie Chez ta mère, les restaurants qui sont complètement populaires présentement et aussi le food truck. Vraiment une belle discussion avec Hamza parce qu'on a parlé un petit peu plus d'être terre à terre en affaires. Pour moi, c'est important parce qu'on je suis quelqu'un de très fast-pace. J'ai reçu beaucoup de gens comme ça aussi sur le podcast qui vont à 100 000 à l'heure au niveau des business. D'autres gens qui sont plus très slow. Hamza respecte vraiment son temps, son pace, sa famille. Il va vraiment comme la vie amène justement les opportunités devant lui. Je trouve que c'est vraiment un bel épisode, une belle leçon de prendre son temps dans la vie parce que le temps va excessivement vite, on le sait, de plus en plus on vieillit. Un super bel épisode, j'espère que vous allez l'apprécier. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, peu importe où est-ce que vous êtes. On aime pouvoir vous lire aussi si c'est des commentaires ou des invités que vous aimez qu'on leur reçoit. On vous lit à chaque semaine. Merci énormément. Bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je ne sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous ne voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Hamza Boussaïdan au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? On commence straight off comme ça. Go! Génial comme ça, j'adore ça. Merci beaucoup d'être sur le podcast Ordinaire aujourd'hui, c'est super apprécié de te recevoir. Parfait, merci. On parle de ta carrière, on parle de ta vie, mais j'ai envie aussi de commencer premièrement par le fait que, bon, tu es au Canada aujourd'hui, mais tu es d'origine algérienne, je pense. Comment commence ta vie en tant qu'Algérien qui débarque au Canada par la suite? Oh, je te ramène loin un peu? Ouais, tu me ramènes quand même assez loin, je te Ouais? dirais. Tu me ramènes en 95. OK. J'avais un an. Oh! Ça me rajeunit pas, mais bon. Moi, j'avais 11 ans. OK. Donc, on a 10 ans de différence. OK. J'avais 11 ans quand je suis arrivé ici. Débarqué fraîchement d'Algérie. Écoute, l'Algérie, dans ce temps-là, c'était un peu chaud. OK. Il y avait une petite guerre civile, terrorisme. Fait que mes parents ils ont pris le choix de quitter le pays. OK. C'était pas vraiment la ruée vers l'or, c'était vraiment la sécurité familiale qui primait. OK. Alors, on a débarqué à Montréal en tant qu'immigrant reçu ici. Ma mère, elle était enseignante en français. Mon père, c'est un ingénieur informatique. Fait qu'il y avait comme un concours dans les années 80 que le Canada venait chercher les francophones un peu à travers le monde pour dire, ben, vous avez de l'emploi ici et ça. Fait qu'ils ont considéré ça. Puis quand on s'est arrivé ici, finalement, ben, il n'y avait pas d'emploi. Fait que là, ma mère est retournée aux études, retournée à l'UQAM faire sa maîtrise et mon père était devenu livreur de pizza. OK. Pour un ingénieur, c'était quand même se retrousser les manches, pas mal. Ouais. 3 enfants à nourrir, fait que il n'y avait pas vraiment le choix. Fait que moi, ça m'a amené un peu à me responsabiliser assez jeune. T'sais, je regardais un peu la difficulté que mes parents faisaient face par rapport à la recherche d'emploi et l'intégration. Et je me suis dit, ben moi, j'étais déjà de nature très indépendant. Fait que j'ai été chercher ma première job sur la rue Chabaden. Je donnais des flyers, des dépliants. Puis je travaillais le samedi, dimanche. Ça me faisait quand même bonne petite paye. Tu as commencé à 11 ans, je pense? Ouais, exactement. En arrivant, c'était l'été. Je suis arrivé au mois de mai. Je pense au mois de juin, juillet, je travaillais déjà. OK. Ouais, tu sais. Fait que ouais, j'étais parle de déjà ton sur le marché garçon. du travail. Ben, on parle de ton garçon, justement, il y a 14 ans, qui fait des tournes de pelouse maintenant. Exactement. Toi-même. Ben, je vais lui léguer ça aussi, tu vois. C'est Je vais bien. lui apprendre très jeune, d'avoir des initiatives, puis à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Oui, je pense que c'est important. J'ai une petite question par rapport à justement partir d'un pays comme ça pour aller à un autre. Je me suis toujours demandé, est-ce que les immigrants, quand on part d'un pays comme l'Algérie, est-ce qu'on a un bassin d'endroits disponibles qu'on peut se rendre? Est-ce que Montréal est comme le premier choix que tes parents ont pris? Ou est-ce que... Parce que je veux dire, Algérie, vous étiez francophone. Exactement. OK. Donc j'imagine qu'en partant, on visait vers un emplacement francophone pour poursuivre. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour l'implantation. OK.
Mais disons que vu que la langue française est la deuxième langue au fait utilisée officielle en Algérie, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller en francophonie. Généralement, c'est plus l'Europe. Je te dirais la Belgique, la France, ainsi de suite. Le Canada, c'était quand même encore loin. C'est surtout le côté climat. On vient d'Afrique du Nord, on est habitué. Nous, on a vécu un peu. Moi, j'ai grandi au bord de mer. Fait que t'es d'arriver ici, un pays que tu as quand même 5-6 mois d'hiver. C'était quand même une grosse adaptation, je te dirais. Mais le fait est que y a beaucoup d'Algériens maintenant, une grosse diaspora algérienne à Montréal. Parce qu'une fois que quelqu'un s'installe, mais il y a de la famille. Puis là, on parle de la facilité d'installation, on parle de l'accueil aussi du peuple québécois. Fait que, c'est un peu ça le fait que les gens choisissent, je te dirais. Et Montréal reste quand même la métropole. Je veux dire, quand quelqu'un veut avoir ses repères un peu, puis veut se retrouver, ben, il ira pas à Chibougamau. Là, exact, c'est ça. On va se correr plus à Montréal. Exactement. Justement, après avoir fait des travails comme ça, comme à 11 ans, etc., je pense que tu disais à Christine qu'avant de poursuivre ta carrière de qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui, tu as quand même fait pas mal de différents emplois. Je pense que tu as été pilote, tu es parti en Alberta à 16 ans. Veux-tu nous parler peut-être un petit peu de tout ce cheminement-là, puis qu'est-ce qui fait que tu as peut-être autant, je vais dire, jumpé d'une job à un autre avant de te trouver à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? OK. J'ai pas été pilote. C'était un rêve d'enfance. J'aurais bien aimé. J'ai trouvé ton rêve de te donner pilote. Oui, j'aurais bien aimé devenir pilote, ouais. Ça aurait été bien. Mais je peux te dire, en 2001, je m'étais inscrit à Édouard-Montpetit, qui est une école d'aviation, une école d'aéronautique. Et malheureusement, il y a eu en septembre 2001, justement, quand je devais intégrer l'école, il y a eu un événement quand même assez mondial qui est arrivé. Et mon premier prénom, c'est Mohamed. Fait que moi, je m'appelle Mohamed Hamza. Puis là, ma première entrevue, normalement, je devais être accepté, je devais aller défrayer mes frais d'inscription. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai été accueilli par 3 personnes qui m'ont dit « On a des entrevues à te faire passer pour l'admission. » Et première question, c'était « Pourquoi tu veux devenir pilote? Pourquoi maintenant? » Puis là, je commençais à voir la chose un peu arriver. Je leur ai expliqué, je leur ai dit « Écoutez, à la base, c'était un rêve d'enfant. Parce que mon père travaillait à Air Algérie. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi il avait déjà beaucoup voyagé. Il était déjà venu à Montréal dans les années 70. Il a voyagé un peu partout dans le monde. Et il m'avait rentré dans un simulateur d'avion à l'aéroport même. Et je suis tombé en amour. Pour un enfant de 6 ans, les couleurs, les boutons, le fait de penser juste l'uniforme de pilote et le fait de voyager. On a voyagé beaucoup quand on était jeune. Fait que, ça venait rejoindre un peu l'utile à l'agréable pour moi. Puis c'était mon rêve. Mais ils me l'ont détruit en me disant que j'avais besoin de faire des corrections au laser dans ce temps-là. Qui étaient quand même assez dispendieuses et assez risquées parce que c'était dans les débuts. Et on parle pour les yeux? Oui, exactement. Moi, je suis astigmate. Fait qu'on m'a dit, tu devrais avoir des corrections. Pourtant, les corrections, normalement, c'est pas dans les débuts d'études. Je veux dire, avant de monter, faire tes heures de vol, c'est là aurait été le moment, par exemple, de corriger ta vue. Mais ils m'ont juste découragé un peu. Puis honnêtement, écoute. Mais ça reste dans mon bucket list. Ça veut pas dire qu'un jour, oui, peut-être un jour, peut-être pas en faire une carrière, mais au moins piloter pour le fun. Exactement. J'adore ça. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos sponsors de ce merveilleux show qui est Shop Santé. Et aujourd'hui, on parle du produit du jour qui est les jouvences de mes amis de Nova Pharma. Vous savez que je suis un gars de canettes dans la vie. Et ceux-ci sont vraiment bonnes. Je ne serais pas un fake, là, j'ai déjà goûté dans le passé. Ils sont vraiment bonnes. C'est leur nouveau pack variété ici qui a 4 différentes quêtes à l'intérieur. Celui-là ici, c'est cerise citron. C'est comme limonade à la cerise, je ne vais pas dire n'importe quoi. Là. Excellent. C'est du collagène dans le fond qui est pétillant. Sucré au sucralose, il y a 10 grammes de collagène à l'intérieur, de la vitamine C aussi, il y a de la biotine. Très, très bon. Bon pour vos cheveux et votre peau. C'est excellent au goût aussi, c'est le fun. Et les saveurs sont excellentes aussi. Fait que merci à Nova Pharma de faire ce magnifique produit. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Fait que qu'est-ce qui a mené par la suite, comme on disait, là, le départ en Alberta, etc. Qu'est-ce qui a mené à peut-être pas trouver ta place tout de suite dans ce que tu voulais faire? Si tu veux même en parler un petit peu, c'est quoi les différents jobs, emplois, les différents déplacements que tu as fait avant de te retrouver à aujourd'hui? Moi, après avoir... Bon, c'est sûr que quand tu as un rêve de carrière, ça reste un rêve, right? Mais après, la réalité, tout autre. C'est jeune, je voulais travailler, je voulais acquérir un peu d'expérience. Puis ce que j'ai compris vite ici, c'est qu'il fallait être très polyvalent.
Fait que j'ai compris que j'ai été chercher mes cartes pour aller sur un chantier, santé-sécurité. J'ai été chercher mes cartes de forklift. J'ai travaillé en vente de détail. J'ai vendu des chars. J'ai travaillé dans la restauration. J'ai commencé jeune aussi dans la restauration. Fait que j'ai tâté plusieurs terrains pour vraiment essayer de rechercher ma passion. OK. Fait que tu testais. Ouais, je testais vraiment. J'ai travaillé dans le pétrole quand j'étais en Alberta. J'ai travaillé à Fort McMurray en installant du pipeline à moins 48 à l'extérieur. J'ai travaillé dans le domaine industriel. J'ai travaillé dans le domaine du plaquage de métal, en usine. Fait que, tu sais, pour un jeune, j'ai tenté vraiment pas mal de choses. J'ai travaillé en télémarketing chez Bell, chez Vidéotron. Tu sais, je veux dire, j'ai tenté vraiment des trucs. Puis je me suis rendu compte à la base, déjà, un bureau, c'était pas fait pour moi. OK. Fait que j'étais un gars plus terrain. J'avais besoin de bouger, quelque chose de dynamique. Fait que, tu sais, je suis parti un peu comme une entonnoir. Tu sais. Fait qu'arriver à vraiment découvrir ma passion, qui était la cuisine, qui l'est toujours, c'est là que j'ai accroché. OK. Je me suis dit, je vais m'investir là-dedans. Ça, c'est justement quand tu avais commencé à travailler un peu dans la restauration ou Oui. y a-tu un élément déclencheur qui fait que justement la restauration était quelque chose qui a peut-être un peu plus été frappante que les autres expériences? Je te dirais, à la base, c'est une passion qui m'a été transmise par les parents. OK. Parce que chez moi, tout le monde cuisine. La maman, le papa, le frère, la sœur. On est 5, on est 3 enfants. Fait que les dimanches, on se mettait à cuisiner tout le monde ensemble. Fait que c'était quand même quelque chose de très rassembleur chez nous. C'est super important. Fait que déjà, j'avais ça un peu, ce côté de... Tu sais, je me rappelle là, en Algérie qu'on allait souvent en camping, en bord de mer. Mon père, il cuisinait. Tu sais, on allait à la pêche. Fait que, tu sais, on cuisinait nos poissons qu'on pêchait. Ma mère, elle faisait la petite sauce on the side. Ouais. Tu sais, nous, les enfants, on mettait du sel. On essayait d'agrémenter. Fait que tout le monde mettait vraiment la main à la pâte. OK. Puis en découvrant mon premier emploi dans un restaurant mexicain sur la rue Sainte-Catherine, on faisait du Tex-Mex. Mais c'est là que j'ai vraiment tripé. OK. Parce que je suis rentré, j'avais 14 ans. Et on m'a fait confiance et je suis devenu un peu, si tu veux, un an après, un peu le gérant de ce petit kiosque-là OK. de restauration. Fait que je faisais les marinades, je faisais la guacamole, la salsa verde. Je tripais. Ouais. C'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir que la cuisine était quelque chose de le fun. Puis ça me libérait aussi. Tu sais, des fois, on accroche sur un sport ou on accroche sur quelque chose qui nous passionne, Ouais. qui nous évade. Moi, c'est la cuisine. Des fois, ça me rappelle, j'ai travaillé longtemps en cuisine quand j'étais plus jeune aussi. Je te dirais que j'en garde d'excellents souvenirs. Des moments challengeants aussi quand même quand t'es jeune aussi, d'être dans une cuisine avec des gens plus vieux ou whatever, c'est quand même assez challengeant. Des fois, j'échangerais peut-être une journée de ce que je fais au quotidien pour retourner une fois en cuisine parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Il y a eu le rush, là, tu sais. Oui, oui. Puis je me rappelle, tu sais, nous, c'était dans les restaurants déjeuner que je travaillais étant plus jeune. Fait que de passer d'une plaque à un autre, 2 œufs bénédictines, dans le fond, on revient aux crêpes. Là, Je me rappelle ce contrôle-là, que les premières fois que tu arrives dans une cuisine, tu es complètement perdu. Tu te coupes à gauche, à droite. Mais quand tu te mets à avoir un contrôle, il y a une espèce de... Je sais pas, un super pouvoir qui se passe quelque part, que tu es juste en contrôle de toutes les différentes stations. Ça, j'en garde d'excellents souvenirs. Fait que je peux peut-être pas comprendre à la même quantité que toi cette passion-là, mais je me rappelle d'excellents souvenirs de la cuisine. Ah, écoute, moi, quand il y a des moments de rush comme ça, des fois, j'en ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, malheureusement, j'ai 2 restaurants, un food truck. Je fais plus de gestion que Ouais. je suis moins derrière le fourneau, puis des fois, ça me manque. Des fois, je jump juste derrière pour revivre un peu, tu vois, le rush du midi, puis avoir tu sais, la drive, là, la petite adrénaline, exactement. Exact. Je pense qu'avant, justement, de te mettre vraiment plus à 100% dans la restauration, tu as eu une opportunité avec l'Oblast aussi, je pense. Tu as Oui. rencontré quelqu'un. J'ai Ben, envie ça, qu'on en c'était discute. c'est dans mon parcours de restauration. À un moment donné, j'ai rencontré un ami, un gars que j'avais déjà connu, et qui m'a proposé de venir donner des cours chez Loblaws, Provigo le marché. J'avais quand même un acquis en cuisine, mais je ne me voyais pas encore transmettre, enseigner. Parce que pour moi, tu sais, déjà, on s'appelle aujourd'hui chef. Moi, pour moi, dans ma vision, un chef de cuisine, ça a toujours été un grade de quelqu'un qui est capable de tout faire en cuisine. Tu sais, aujourd'hui, les gens font 1 an et demi en cuisine, puis sortent, puis c'est la nouvelle génération, je suis chef, mais un chef, c'est... Tu l'appelles, tu lui dis partir d'un sabayon à une omelette niçoise ou quoi. Tu sais, il est capable de shifter. Ouais. Et ça s'acquiert avec l'expérience. Fait que moi, j'avais quand même un bagage sur le terrain. Puis j'ai fait des études en gestion hôtelière à l'ITHQ. Fait que ça, c'est venu renforcer. J'étudiais en gestion, mais j'avais quand même des cours de cuisine d'établissement, cuisine de production, italienne, française. Fait que le fait d'arriver vraiment pour me dire qu'est-ce qui me challengerait dans le domaine de la cuisine, là, c'était vraiment le parcours en tant que tel. OK. Parlons de chez ta mère.
qui est ton restaurant, je pense que ça part d'une anecdote d'un sandwich au Super Bowl. C'est bien ça? Oui, exactement. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Ben, c'était pour arriver à ouvrir mon restaurant, c'était vraiment ma dernière ligne droite. J'étais chef exécutif à l'Université McGill. OK. Et je m'ennuyais un peu. Parce que je cuisinais pour des professeurs quand même assez âgés, et très conservateurs. C'est des Irlandais, des Écossais qui aimaient encore la cuisine des années 70-80. OK. Puis moi, je suis jeune, j'étais arrivé, j'étais friand, j'avais beaucoup d'imagination, très créatif. Et j'avais de la difficulté à implanter mes recettes déjà au seuil de ce comité-là. Et en plus, c'était un univers hyper syndicalisé. OK. J'avais déjà travaillé dans l'hôtellerie auparavant, où c'est syndicalisé, mais là, c'est une coche de plus. Puis je me suis dit, peut-être c'est pas fait pour moi. J'ai fait là 1 an et demi. Et là, je me suis dit, peut-être c'était le moment d'ouvrir quelque chose à moi. OK. Et durant le Super Bowl, j'avais fait un sandwich de 6 pieds de long. Vraiment comme ça, thématique, genre ballon de football, mais format géant. Comme dans les cartoons. Exactement. Puis on avait marre de tout le temps avoir des ailes. Puis c'est toujours la même chose dans les parties. Fait que je dit, on va faire quelque chose de différent. Puis je peux te dire aussi que la passion du sandwich est venue à un jeune âge. Parce que moi, peu importe le plat que je mangeais, que ma mère me servait, mon père me servait à la maison, que ce soit dans un restaurant, ça finissait tout le temps en sandwich. OK. Fait qu'imagine-toi, tu manges un déjeuner, une omelette ou des œufs tournés, mais ça finissait dans un pain. Même un couscous, je gardais les légumes ou la viande, puis ça finissait dans un pain. Fait que l'aspect sandwich a toujours été quelque chose de très intéressant pour moi, super important. Fait que tout le monde me dit, Hamza, tu fais d'excellents sandwichs, pourquoi tu t'ouvres pas une sandwich? Okay. Là, j'ai cliqué, je me suis dit, bon, honnêtement, c'est quelque chose qui va m'amuser énormément. Puis pourquoi pas ramener, parce qu'une sandwicherie, je veux dire, tout le monde est capable d'ouvrir un pain, puis mettre une sauce et mettre des ingrédients. T'as pas besoin d'être un chef cuisinier pour ça. Mais j'ai voulu amener mon expérience, mon expertise, si tu veux, de la gastronomie en 2 tranches de pain, qui est devenu aujourd'hui mon slogan. C'est la gastronomie en 2 tranches de pain. Et pourquoi chez ta mère, ce nom-là vient? Je te dirais, c'est arrivé une soirée bien arrosée, entre amis. On brainstormait sur... moi, je voulais faire hommage à la maman. Parce que la maman, c'est un aspect quand même super important dans notre société. C'est comme l'épicentre, si tu veux, de la famille. Puis moi, le côté familial est très important pour moi. Fait que je voulais faire hommage à maman. Fait qu'on brainstormait des noms qui tourneraient, qui feraient hommage aux mamans. Ouais. Puis là, sur une blague qui est partie, on appelait ça chez ta mère. Mais chez ta mère, chez nous, c'est un peu... c'est provocateur. Okay. Ça frôle un peu des fois. C'est comment elle va voir ta mère chez ta mère, tu vois. C'est un peu... Ouais, ça peut avoir un double sens. Okay. On l'a trouvé drôle, on l'a ri. Mais à mon âge, j'étais presque dans la trentaine, je trouvais ça peut-être un peu trop clash. Okay. Tu vois, je me suis dit, comment les gens vont le prendre? Dans la vingtaine, je l'aurais pris sur le fait, mais tu arrives à la trentaine, ça fait un peu moins sérieux. Okay. Puis la meilleure des façons, c'était sonder mon père. Fait que j'ai été voir mon père, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de chez ta mère? Et là, il a vraiment ri. Pour faire rire mon père, qui a un humour assez spécifique, ça avait bien marché. Okay. J'ai un frère aussi qui c'est un humoriste, je l'ai sondé, puis il a sondé quelques gens de son entourage qui c'est des humoristes aussi, puis ils l'ont bien ri. Okay. Fait que déjà aussi, pour faire rire des humoristes, ça en prend. C'est quand même un bon signe. C'est quand même un bon signe, fait que tout le monde m'a dit oui, puis ça me représentait aussi. Okay. Parce que moi, j'ai un petit côté provocateur aussi, fait que, tu sais, ça s'enlignait avec... Et je peux dire aussi qu'il réfléchit après, côté marketing, c'est très accrocheur. Ça parle à tout le monde a une maman, puis tout le monde aime, en quelque sorte, on est rattaché à notre maman. Fait que, tu sais, ça fait un rappel un peu sur la maman. C'est ce que j'aime aujourd'hui, un petit peu. C'est marketing et anti-marketing à la fois. C'est comme, habituellement, on aurait parlé de ça le 5-10 ans. On dirait que tout devait être soigné. Maintenant, on dirait qu'on peut être justement un peu plus avant-gardiste, mais oser. Oui, exactement. On peut faire des choses qu'habituellement, on dirait qu'on ne sent pas qu'on aurait le droit ou que, non, les gens vont mal percevoir. Mais au contraire, c'est ce qui vient faire le clash des autres restaurants et qui vient justement peut-être vous mettre un petit peu plus de l'avant. Puis, est-ce que ça a été un succès instantané? J'ai envie de savoir un petit peu plus au niveau des challenges d'un restaurateur parce que c'est tout une job. C'est tout une job. J'ai ouvert fin 2018, fait que déjà à la base, c'était une année, j'avais quand même fait mon due diligence avant de prendre mon local. J'ai pris quand même un bon 6 à 8 mois. Okay. Je voulais aller dans le Myland, absolument, parce que j'y avais habité quand j'étais étudiant. J'adorais la vibe. T'sais, le monde me disait « Griffintown, c'est Henry, c'est plus là la mode. » Mais moi, je m'identifiais pas trop à ces quartiers-là parce que je les connaissais pas plus. Je trouvais que le Myland, ça me représentait plus. Puis c'est plus humain.
C'est plus des artistes, c'est des gens très terre à terre. Puis j'aimais beaucoup les valeurs, je veux dire, du quartier. Et en découvrant, en trouvant mon local, je savais qu'il allait y avoir des travaux, mais qui étaient projetés au moins, je pense, 12 mois plus tard que la signature. Mais finalement, la ville a décidé de les devancer. OK. Puis ils ont fait, comme tu connais bien la ville de Montréal, avec leur projet. Ils ont fait, ils ont creusé vraiment un cratère devant le restaurant. Puis ils l'ont laissé ouvert tout l'hiver pour revenir. Ils ont mis des ponts pour revenir faire des travaux au printemps après. Fait qu'il a été quand même assez difficile. Fait que commencer déjà sur un chantier. Mes premiers mois, j'ai commencé déjà à servir par la porte de derrière parce que la porte de devant était quand même moins accessible. Mais moi, je suis quand même très business-oriented. Fait que j'ai déjà commencé à approcher D'ailleurs, ma stratégie était d'ouvrir dans un quartier de travailleurs. Dans le Malin, il y a environ 14 000 travailleurs. J'ai approché toutes les entreprises comme Ubisoft, BuzzBud et tout, toutes les boîtes de com. Et ils venaient par derrière prendre leur sandwich ou je m'en allais avec des plateaux directement dans les entreprises. Okay. Je me suis dit, puisque les gens ne viennent pas à toi, il faut que tu ailles vers les gens. C'est bien. Fait que c'était un peu ça mon mindset. Puis là, une fois terminés les travaux, on devait avoir une inauguration, je m'excuse, de la place, qui construisait une place publique. Puis on l'avait hâte, honnêtement. Puis ça embellissait quand même le quartier, puis ça nous donnait une opportunité d'avoir une terrasse en avant. Et rendu à ce moment-là, écoute, pandémie, toc-toc à la porte, mois de mars, là, c'était vraiment un coup de poing dans les dents. Là, c'était comme si t'étais dans un ring, là, c'est le coup fatal qui arrive. Là, t'es rendu sur le tapis. Je peux te dire, le premier mois, honnêtement, je me regardais, puis je me posais vraiment des questions. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? Puis il y a pas mal de gens, ils me disaient, Hamza, tu viens de débuter, ça a été rough, penses-tu vendre, penses-tu... J'avais un partner d'ailleurs qui a débarqué dans ce moment-là. Il n'a pas pu résister au choc, si tu veux. Puis moi, écoute, je me suis dit, même je me rappelle, j'avais dit à ma femme qui était enceinte, dans notre troisième, dans ce temps-là, j'ai dit, quitte à vendre des arachides dans un cône dehors, mais je ne fermerais pas la porte. Okay. Parce que pour moi, retourner derrière, ça ne faisait pas partie de mes options. C'était comme, we do it and we go up front. Fait que c'était un peu ça le mindset durant la pandémie. Je me suis quand même adapté assez vite. Ma créativité a pris place. Je peux te dire que c'était difficile de valser avec toutes les décisions gouvernementales. Sinon, ça changeait aux 2 jours, aux 3 jours. Mes plexiglas, mets de la distance, enlève le plexiglas, enlève la distance. T'as droit à l'intérieur, pas le droit à l'intérieur. Fait qu'on j'ai dépensé beaucoup d'argent à faire des changements. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, on oublie l'intérieur. Moi, j'ai un petit espace, 26 places, fait que c'est quand même assez petit, là, c'est pas très grand comme resto. Mais je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose à l'extérieur. Fait que j'ai construit une cabane, avril-mai. J'ai construit une cabane à sucre, cabane en bois, qui était déjà prédestinée, parce qu'à la base, on devait faire un marché de Noël. Puis moi, j'étais président d'une association, c'est l'association des gens d'affaires du Myland. Puis je travaillais beaucoup, je m'impliquais beaucoup dans la vie de quartier. Et on devait construire des cabanes, fait que j'avais déjà une base. Puis là, j'ai récupéré du bois. Moi et un ami, on a bâti une cabane, on l'a isolée parce qu'il faisait encore frais. Et on s'est dit, ça va être à l'extérieur que ça va se passer. Okay. J'ai commencé à faire des grilled cheese, j'ai commencé à faire des chocolats chauds à l'extérieur. Je me suis associé avec une fille qui est devenue une amie, qu'elle avait une érablière. Alors, elle me fournissait du sirop d'érable, on a commencé à faire de la tire. Fait que j'ai fait vraiment une cabane chez ta mère à l'extérieur, puis ça a créé un hype. On the side, par le même moment, en parallèle, j'avais développé une boîte. J'avais compris que j'écrivais, j'avais des gens à l'interne chez Ubisoft. Parce qu'entre-temps, quand on était ouvert, je me suis implanté dans un café ça s'appelait Caféterie Faro, qui avait un point de vente chez Ubisoft pour vendre mes sandwichs chez Ubisoft directement. Okay. Puis quand ça a fermé, tout le monde travaillait de la maison. Je me suis dit, ces gens-là connaissent déjà mes produits. Comment faire pour continuer à les avoir comme clients, continuer à leur servir? Fait que là, j'ai dit, est-ce que je peux avoir au moins un contact chez Ubi, quelqu'un qui peut faire de la publicité intra? Ouais. Et j'ai eu le contact et j'ai dit, regarde, dis-leur que je peux leur envoyer des boîtes chez eux avec... J'avais mis un projet avant même, le panier bleu, là, le fameux panier bleu qui a très bien fonctionné d'ailleurs. C'est fameux. Exactement. Un projet dans l'association de faire travailler plusieurs commerces. Okay. Puis qu'on fasse comme un genre de panier, si tu veux, pour offrir aux clients avec différents, commerces de rue. Ouais. Et là, je me suis associé avec Société Jeux, qui était sur Saint-Laurent, ils faisaient des jeux de société.
Ils me fournissaient des jeux vraiment à prix cost. Avec Bagel Fairmont qui me fournissait ses bagels au cost price aussi. Fait que je faisais un bagel sur mon fumé. Je faisais un de mes sandwichs pour le midi. Puis le soir, je faisais des recettes, dîner, ossobuco, pâtes, couscous, tagine. Et je mettais un jeu de société dedans. Un petit rouleau de papier cul parce que juste ça créait le buzz là. Tout le monde en courait dans les Costco. Fait que je lançais ça là-dedans. Une pharmacie aussi du quartier me fournissait des petits purelles quand il n'y en avait pas. Puis mon frère m'écrivait des blagues à la main, genre restez chez vous, on arrive dans une quarantaine. Fait que tu sais, pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Puis je livrais ces boîtes-là au prix de 59$. Je partais avec 10-12 commandes, je les livrais moi-même et je revenais. Fait que c'est avec ça que j'ai réussi vraiment à passer au travers, je te dirais, les premières années de la pandémie. C'est là qu'on voit quand même que, tu sais, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts de cette pandémie-là, qui ont dû se fermer les portes ou autres. Mais ça a aussi permis à certaines personnes, dont toi, de vraiment élever leur créativité pour faire survivre le tout. Des fois, je pense que c'est un mal pour un bien. Tu sais, tu te dis peut-être que des fois, on s'habitue beaucoup à un certain confort, puis c'est là qu'on justement on baisse notre garde un peu, puis que d'autres problèmes peuvent arriver, ou juste on s'habitue à un certain succès, puis on innove plus, on arrête de continuer à être créatif. Mais je pense que ça t'a aidé au final de pouvoir faire tout ça, puis aujourd'hui d'avoir le succès que tu as. Mais c'est quand même toute une histoire de pandémie, de devoir créer une cabane à sucre, puis devoir créer des boîtes. Mais tu le fais. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je le prends du côté positif. Ouais. Je te dirais même, ça m'a plus servi qu'une nuit, l'histoire de la pandémie. Beaucoup de gens le prennent. C'est sûr que c'est une période où est-ce qu'on... Ma femme a couché avec un masque, par exemple. C'est une période où est-ce qu'on on a gardé quelques séquelles. Les libertés étaient mises... je veux dire, on a bousculé un peu notre mode de vie. Mais du côté entrepreneurial, je l'ai vraiment pris très positif parce que c'est grâce à ça où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Ouais. C'est grâce à cette déstabilisation qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a fait découvrir à quel point je suis capable de m'adapter à une situation. Même, je suis prêt à dire qu'une fois passé par là, il n'y a plus rien qui m'atteint. Ah, c'est ça. Côté entrepreneurial. C'est comme vraiment là... On va utiliser le mot piqûre, là, parce que c'est la pandémie, mais c'était vraiment... On a été vacciné au sens propre, au sens figuré. Ouais. Tu vois? Fait qu'après ça, tu dis, je suis pas atteignable côté difficulté. Quand tu touches le fond, ou au contraire, dans ce cas-ci, c'est juste quand tu as la plus grande difficulté de ta vie. Par la suite, toutes les difficultés ont l'air banales, pratiquement. Fait que... Très bien. Je suis rendu même à un point, à un moment donné, où est-ce que c'est ton côté humain qui ressort aussi? Parce qu'on oublie, tu sais, ton business, mais on a quand même une personnalité derrière. Ouais. Et moi, il y avait mes fournisseurs, tu sais, dans le moment où est-ce que, justement, que le gros creux est arrivé, ils avaient énormément de fruits et légumes, par exemple, puis là, tous les restaurants fermaient. Fait qu'eux autres, ils avaient énormément de pertes. Et au nom de l'association, puisqu'on était une association à but non lucratif, j'ai pu récupérer ces fruits et légumes au lieu que ça soit des pertes, les transformer et les donner comme soupe populaire aux passants. Fait que il y a des gens qui arrêtaient puis qui nous donnaient de l'argent, des donations. Pourtant, je récoltais aucune donation, mais qui nous encourageaient. Ils nous disaient, c'est vraiment magnifique de pouvoir voir que vous, les restaurateurs, vous êtes les premiers, le bouc émissaire de cette histoire, à avoir des difficultés, puis c'est vous les premiers à aider. Ouais. Puis moi, pour moi, c'était important ce côté de partage parce qu'il y avait déjà... Moi, au moins, je travaillais dans un restaurant, j'avais de quoi me mettre sous la dent. Mais il y avait des gens vraiment qui ont été touchés le temps que toutes ces mesures étaient mises en place, que ce soit la PCQ ou la PCU ou whatever it is. Mais je veux dire, il y avait des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Fait que le pouvoir, ça ressort un peu ta personnalité d'avoir la main sur le cœur puis d'aider son prochain. Ouais, puis à un moment donné, c'est beau être en affaires pour faire de l'argent. On est tous là pour nourrir notre famille, pour faire de l'argent, oui, pour vraiment réussir. Mais quand tu es capable en plus de ressortir ton côté humain, je pense que... Premièrement, je suis croyant que tout ce que tu fais, à un moment donné, peut revenir vers toi aussi, le positif comme négatif. Là. Fait que quand tu sèmes une graine, à un moment donné, de positivisme autour de toi, je pense que ça te revient tout le temps, peu importe qu'est-ce que c'est qui te revient techniquement. Mais je pense que c'est important des fois de... Pas de mettre de côté le profit, dans le sens qu'il faut qu'on soit capable de vivre, mais de se comporter en tant que vrai humain dans la société pour aider son prochain. Ça apporte énormément d'avantages. Puis si c'est pas financièrement, mais dans l'âme ou dans sa personne, ça fait du bien. Ça fait du bien faire du bien. Exactement. Définitivement. À quel moment as-tu décidé de commencer à peut-être justement explorer davantage d'avenues pour chez ta mère? Là, je pense qu'on a ouvert un deuxième restaurant, il y a le food truck. Est-ce que je dis n'importe quoi si tu as fait aussi du chef à domicile? Oui, ça, je l'ai fait même avant le restaurant. OK.
On a sauté un petit volet tout à l'heure par Ouais. rapport aux cours. Je donnais des cours de cuisine, des ateliers de cuisine. Fait que, tu sais, j'avais pris l'opportunité qu'on m'a offert. Au début, j'ai fait un test, puis j'ai vu que ça avait bien marché. Et les gens répondaient bien. Puis j'ai aimé le fait de partager ton savoir-faire. Je n'y avais jamais pensé. Pour moi, Ouais. tu sais, ma mère est prof. Pour moi, tu sais, ça prend un cours en pédagogie pour enseigner. Tu sais, ça prend quelque chose, un bagage. Puis là, juste le fait que tu arrives, je faisais des cours très simples à la base. Comment utiliser un couteau, par exemple. Comment faire son choix de couteau par rapport à ce qu'on va couper, les sauces de base, ainsi de suite. Et ça arrivait très naturellement. Et là, je commençais vraiment à remplir des salles, 30, 35 gens qui achetaient mes cours. Puis là, je commençais à donner des cours un peu. Moi, j'aime beaucoup le côté universel de la OK. nourriture. Même quand on pose la question en tant que chef, c'est quoi ta spécialité? Moi, je touche vraiment un peu à tout. J'adore. J'aime pas me spécialiser juste dans une sorte de cuisine puis rester là. Ouais. J'aime un peu toucher à tout, puis faire vraiment des fusions. J'ai ma cuisine propre à moi, si Ouais. on peut dire. Et là, je faisais des cours de cuisine thématique, par exemple cuisine thaïlandaise, parce que je m'habillais en thaïlandais. OK. J'avais vraiment le dressing, j'avais l'ambiance, les encens, les gens rentraient, puis ça les faisait voyager. Ouais. C'était ça le but, C'est cool. c'est faire voyager les gens. Cuisine péruvienne, je mettais un poncho, je faisais un ceviche, puis les gens arrivaient, c'était comme waouh, waouh, on est dans les Andes. Fait que c'était super important d'apporter ce côté culturel. Et c'est ce qui m'a amené à explorer justement le côté un peu plus, si tu veux, donner des cours éducatifs. Fait que pour revenir à ta question, je m'excuse, je me suis divagué. Pas de problème. Pour revenir à ta question qui Ah, justement, était... quand tu as commencé à te diversifier un petit peu davantage, où est-ce qu'on avait le premier restaurant, mais je sais Voilà. que tu as fait plusieurs choses, dont l'ouverture du deuxième restaurant aussi. Fait que le fait de commencer justement à donner des cours, ça m'a ouvert une clientèle qui m'appelait à la maison. Qui me OK. disait oh, j'ai adoré ton cours et tout, j'ai un anniversaire, peux-tu venir cuisiner chez nous en fin de semaine? Fait que ça m'a ouvert un marché sur un chef à domicile. Et je me suis fait une base de données, une base de clients, parce que j'allais chez eux tous les Noëls, les baptêmes, les mariages. Puis là, j'ai commencé vraiment à avoir même du staff. Tu sais, je commençais tout seul au Ouais. début. Puis là, j'ai pris un assistant, une assistante. Et là, je commençais à engager du monde. Puis que ça prenait forme. Et le scaling de ma business, c'est fait. Moi, je force pas les choses. J'attends que ça vienne et je réponds. Fait que je me suis dit, c'était déjà de la deuxième, troisième année, quand ça commençait à aller bien, tout le monde me disait, Hamza, c'est quand t'as quand le deuxième? J'ai dit, moi, tant que j'ai pas de demande qui accroît, Ouais. une croissance il faut que tu sentes la demande arriver. C'est là que je vais répondre à la demande. Au lieu de juste, il y en a plein qui ouvrent un restaurant, deuxième, troisième, puis il faut que tu attendes qu'ils prennent maturité le premier avant d'en faire un deuxième. Ben oui. C'est un peu comme 100%. les enfants. Hein. Moi, j'ai des enfants, ils ont 4 ans et demi entre chaque. Ça n'a pas été calculé, mais c'est genre, c'est arrivé comme ça dans le sens que la planification est faite qu'il faut donner à l'enfant le temps de croître, d'avoir cette attention, cet amour, avant parce que veut pas, un nouveau bébé, quand il arrive, on lui donne un peu plus d'attention. Ouais. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on traite nos enfants ou nos projets avec équité, parce que c'est nouveau, tu comprends, il y a besoin d'un peu plus d'attention. Fait qu'on a tendance aussi à délaisser l'ancien projet pour s'occuper du premier. Ouais, Fait que c'est pour ça qu'il faut donner quand même le temps au temps, Ouais. si on veut dire, pour développer. Et pour le deuxième, j'avais une clientèle assez centrée, centre-ville, Vieux-Port, qui me disait, écoute, nous, on aimerait bien venir chez toi, mais tu sais, c'est un peu loin, le Myland, et on sort du bureau, on n'a pas le temps d'aller. Pourquoi? Fait que ça a commencé à croître tranquillement. Quand j'ai vu que j'ai estimé que c'était une demande assez suffisante, c'est là que j'en ai ouvert le deuxième. OK. Puis le food truck est venu de quelle façon par la suite? Le food truck, c'est plutôt un projet qui était dans ma bucket list. OK. Ça, depuis 2011, projet pilote à Montréal avec Denis Coderre, qui avait remis d'ailleurs Montréal sur la map avec le street food, parce que le street food n'existe plus depuis l'Expo. On n'a plus le droit de vendre dans les rues à Montréal depuis l'Expo, c'est revenu en 2011. Et le projet pilote, je m'étais inscrit. Ma candidature n'a pas été prise parce que j'avais pas de cuisine de production, j'avais pas de restaurant. Ça prenait avoir une cuisine de production pour avoir un food truck, OK. mais c'est resté dans ma tête. Et le monde me disait tout le temps, quand ça commençait à prendre, à devenir la mode, le monde me disait tout le temps, ça vaut pas la peine, c'est pas rentable, il faut que tu en aies plusieurs. Fait que je m'en fous de ce que le monde disait, honnêtement. Je suis quelqu'un que quand j'ai une idée derrière la Envie de le tête, faire. Ah oui. exactement, j'ai envie de le faire. Et c'était, je pense, un cadeau de... Tu sais, moi, je me fais des cadeaux 5 ans, généralement. C'est bien. Fait que 30 ans, 35, 40. J'approchais de la 40e, je me suis dit, ça va être mon cadeau pour mon 40e anniversaire. Et je me suis acheté un food truck. C'était un ancien camper OK. qui était déjà en transformation. C'est quelqu'un qui débutait le projet puis que finalement, ça n'avait pas marché. Fait que je l'ai repris. Je l'ai modifié à ma façon.
Et j'ai débuté, honnêtement. Et je peux dire que je l'ai rentabilisé le premier été. Ouais. Fait que pour tous ceux qui me disaient que c'est pas rentable, Encore une fois, j'étais dans le champ. exact, mais en plus, tu avais les restaurants. Fait que je veux dire, est-ce que tu évaluerais que quelqu'un qui aurait juste un food truck, ce serait peut-être pas suffisant? C'est sûr que d'avoir des restaurants, moi, je l'ai vu, je l'ai pas pris pour qu'ils soient rentables à la base. Fait que, tu sais, des fois, quand tu es trop axé sur la rentabilité, on oublie ce qu'il y a autour. Ouais. Moi, je le voyais un peu comme un billboard ambulant. Je me suis dit, avant tout, ça reste un marketing. Il porte mon nom, c'est un nom qui est accrocheur puis se promène partout. Ouais. Fait qu'au lieu de payer de la publicité ou un billboard comme les gens payent, ça coûte 10 000, 12 000 par mois. Moi, j'ai un food truck. Puis en même temps, il est rentable. Ouais. Et le troisième aspect qui le rend encore plus intéressant, c'est que j'avais une demande très, très importante en termes de corpo. Puis là, je commençais à contingenter ma cuisine. J'avais déjà pensé peut-être louer ou prendre une cuisine de production pour faire tous mes services traiteurs, tous mes corpos, parce que si j'ai un corpo de 150 personnes et j'ai une clientèle sur place le midi, j'ai quand même une petite cuisine limitée. Ouais. Fait que là, tu vois, tu viens vraiment contingenter ton espace de travail puis déranger un peu ton staff. Ben oui. Fait que ça répondait déjà, je me suis dit, mais les corpos, ce qu'ils ont de besoin, c'est un service quand même courtois, rapide. Et imagine-toi que tu arrives à un food truck directement à l'entreprise. Puis c'est à la mode, c'est Ouais. puis c'est là que ça venait. Vraiment, si on veut dire, marteler mon choix. J'adore ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore, les food trucks. Quand tu vois qu'il y a des festivals, puis qu'il va en avoir plusieurs, j'ai une passion pour tester chacun des food trucks, un petit quelque chose. Évidemment, des fois, là, c'est des fils à pu finir dans certains événements ou autres, là. Mais je trouve ça le fun de pouvoir goûter différentes saveurs, différentes cultures dans un même endroit. Tu sais, des restaurants... Je suis pas un gars de la ville, hein. Moi, je suis un gars du Nord. Fait que... OK. J'habite sur la Rive-Nord. Ouais, mais je veux dire, tu connais Montréal, fait que tu le sais que tu as une culture au coin de rue. À Mirabel, si je veux manger différentes cultures, différentes saveurs, faut que je me promène un petit peu quand même. C'est vrai. C'est ce Un que peu j'aime moins quand de même des choix. food trucks. Ouais, c'est l'accessibilité quand même, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est quelque chose qui roule seulement l'été, I guess? Je l'ai déjà roulé l'hiver, c'est pas trop le fun pour la raison du Ouais, chauffage, c'est la normal. gestion, la logistique, le dégeler, le laver, enlever la Ouais. neige. C'est quand même assez rectangulaire. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun à travailler, mais il faut que ça en vaille la peine. Je veux Ok. dire, je me promènerai pas l'hiver avec faire des événements corporatifs. Ok. Mais si j'ai un festival d'hiver, admettons, tu sais, un gros festival d'hiver qui font appel à mes services, puis ça en vaut le coup, Ouais. je l'ai déjà sorti. Ouais. Génial. Je pense que tu es un collègue podcaster, je ne savais même pas. Tu avais aussi un podcast, je pense, à la radio. On a parlé un petit peu Oui. avant que tu avais la radio. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que c'est... C'était juste avant la pandémie. Ok. J'avais tradition de prendre un verre avec des amis le vendredi, Ok. soir à mon resto. Parce que j'ai des amis entrepreneurs de différents secteurs. Puis, tu sais, prendre un verre, discuter un peu business, regarder comment ça va, brainstormer sur des choses. Puis, comme j'ai une caméra de sécurité dans le restaurant, j'ai commencé à filmer avec ma caméra de sécurité, puis regarder vraiment des petits vidéos. Puis j'ai dit, Ok. ce serait cool d'avoir peut-être un petit podcast. Ça, je te parle 2019, Ouais. 2018, 2019. Fait que la culture des podcasts n'était pas encore Ouais. très populaire au Québec. Puis moi, j'ai tendance à faire plein de projets à la fois. Puis mes amis m'ont dit, écoute, Hamza, faut pas que tu divagues, là, tu viens d'ouvrir un resto, là, tu veux lancer un podcast. Une soirée, porte fermée, on est en train de prendre un verre et discuter. Il y a Radio Centre-Ville qui est vraiment au coin de la rue, Fairmont et Saint-Laurent. Et le directeur de la radio, ben, c'est un client. Il est arrivé à la porte, fermée, mais je débarre la porte. Moi, je débarre tout le temps la porte au client, même si on est fermé. Rentre, prend un café. Là, il commence à assister à ce qui se passe. Puis il m'a dit, hey, ça a l'air très intéressant. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de le faire à la radio? Moi, la radio, pour moi, c'est quelque chose de plus pro. Ouais. Tu sais, j'ai jamais étudié en communication, j'ai pas de bagage pour faire une émission de radio. Fait qu'il m'a dit, écoute, t'as une voix qui sonne bien à la radio. Il m'a dit, tu t'exprimes bien. Il m'a dit, t'as un bon sujet. Il m'a dit, moi, je suis sûr que ça va marcher, viens faire un test. Fait que j'ai été m'attribuer un technicien, parce que je connaissais rien à la console. Et on a commencé sans vraiment de structure. On a fait 2-3 émissions, parce que je me suis rendu compte qu'il faut quand même que j'ai une certaine structure, un certain squelette Ben oui. à suivre. Mais je voulais que ça soit exactement comme ça. Tu vois, du naturel, Ouais. c'est pas une entrevue, c'est pas... Tu sais, moindrement qu'il y ait une petite structure pour pas qu'on divague, qu'on va dans n'importe quelle direction. Mais c'était vraiment pour avoir le fun, pour aller rechercher le côté entrepreneur de chacun. On avait différents, je veux dire, sujets, que ce soit la réussite, l'échec, le développement, l'expansion. À chaque fois, on choisissait un sujet différent. J'ai débuté avec mon entourage. J'ai quand même des invités d'envergure qui sont passés à la radio. Et c'était le fun, honnêtement.
Ce qui m'a fait prendre un stand-by, c'était la pandémie. Arrivé là, on mettait vraiment, à un moment donné, un masque sur le micro, il fallait Ben oui. décontaminer, c'était compliqué. Et pour le faire à distance, les gens se déplaçaient moins, parce qu'ils avaient peur déjà de la contamination à Ouais. cause du micro, de la radio. Fait que les invités, ils voulaient le faire à la maison, et c'était du live. Moi, c'était pas des pré-enregistrements. OK. C'était direct en live, c'est la radio. J'ai fait peut-être 2 ou 3 pré-enregistrements qu'on pouvait pas, que les invités voulaient participer. On a pré-enregistré. Et en rentrant à la maison, ben, je me suis écouté à un moment donné. C'était le fun de s'écouter. Tu sais, dans la radio, d'écouter ta voix. Ouais. On n'aime pas s'écouter généralement, mais c'était le Ah fun ouais, de moi, je voir pense. comment ça sonne. Et voilà. Et c'était vraiment cool. J'ai Ouais. fait pas mal 13, 14 émissions. OK. C'était chaque vendredi soir. Et ça s'appelait Entre deux prises. OK. C'était pas un show de plug. Ouais. Fait qu'il y avait le jeu de mots. Ça parlait, ça voulait exprimer un peu le côté entrepreneurial, le mot entreprise. En même temps, mais le directeur qui est arrivé, on était entre deux prises, qui est arrivé comme durant une pause. OK. Puis les prises physiques, tu sais. Puis c'est comme si c'était pas Ouais. un shot de plug. Fait que c'était vraiment. Excellent. Tu retrouves peut-être un petit peu le côté pédagogue, comme tu parlais de ce que tu avais avec la cuisine, avec tes cours, sans doute que tu retrouvais ça un petit peu du côté plus entrepreneur, de ce partage de connaissances puis de savoir-là un petit peu à... Je dirais, mon objectif était. Parce que quand j'ai débuté, moi, j'ai déjà eu une entreprise en rénovation aussi, dans Ok. mon passé. J'ai travaillé en construction et j'avais lancé, après 2 ans, une entreprise en système intérieur. Et à chaque étape, j'avais pas de mentor, j'ai pas trouvé d'aide en termes de guidance, en termes même de porte où aller cogner pour du financement. Ouais. Puis je trouvais qu'on manquait de ces ressources-là. En tout cas, à Montréal. Peut-être au Québec, il y a d'autres ressources, mais Encore aujourd'hui, je te confie. et il y a des ressources, je veux dire, il y a des organismes qui existent, mais la bureaucratie est tellement lente, Ouais. c'est tellement vaste. Fait que je voulais sortir comme un petit booklet sur l'entrepreneuriat, surtout sur mon démarrage à moi, démarrage en restauration, ou aller chercher du financement, parce que c'est très difficile d'aller chercher du financement en restauration, vu que c'est à haut risque. Comment aller chercher ses licences, où aller, comment avoir ses permis de MAPAC, tu sais, le ABC. Ouais. Puis c'était ça l'objectif à la base, c'est pour ça que je partageais un peu ces connaissances-là. Et c'est arrivé, ben, comme il y a plusieurs invités qui sont venus de plusieurs secteurs, ben, c'est arrivé à alimenter un peu ça. Puis je le voyais vraiment comme un apprentissage. OK. À chaque fois, je m'assoyais avec quelqu'un, puis des fois, c'était moi l'animateur. J'avais une co-animatrice qui était une amie. Elle travaillait chez Radio-Can, fait qu'elle avait un peu plus de bagages. Elle est venue un peu structurer, si tu veux, l'émission. Et je prenais des notes. Et les gens m'ont dit non, c'est toi l'animateur, tu Ouais. prends des... Mais je dis honnêtement, ce que vous me donnez comme bagage, c'est énorme. Ouais. C'est le partage, le parcours. C'est ce C'est que j'aime vraiment- du podcast. C'est ce que j'aime de recevoir autant des invités tout le temps. C'est vraiment l'apprentissage que j'ai la chance de faire avec chaque personne. Puis des fois, je sens aussi un peu l'effet inverse parce que des fois, je peux aussi, pas nécessairement donner des conseils, mais donner mon opinion. J'aime beaucoup être capable de voir justement les différentes facettes, autant d'une business, mais aussi des fois sur une vie plus personnelle ou sur des challenges. Je trouve que c'est important ce partage-là, puis que malheureusement, on perd ça, ou est-ce qu'on est de plus en plus connecté avec les réseaux et autres, mais on n'est pas réellement connecté avec une conversation. Sens-tu que vous avez encore beaucoup ça à Montréal et compagnie? Je veux dire, encore une fois, moi, du fait que je viens pas de la ville, je vois vraiment de plus en plus la distance physique avec les gens fait qu'on est de moins en moins connecté en tant qu'être humain. Est-ce que tu sens qu'à Montréal, peut-être même plus dans ta culture ou autre, que ce côté-là encore très connecté en personne, ces discussions-là de soirée ou autre, c'est peut-être même juste ton milieu, la restauration, que tu sens que ça l'apporte un petit peu plus? Est-ce que tu le sens encore beaucoup dans ton quotidien et dans la société à laquelle tu participes? Ou est-ce que tu vois un petit peu comme moi qu'avec la nouvelle génération et autres, de plus en plus, on s'éloigne sans s'éloigner techniquement? De manière générale, je pense que la pandémie, elle a creusé un fossé, honnêtement, entre les connexions humaines. Ouais. Il y a l'avant-pandémie. C'est comme une guerre, hein? Il y a l'avant-guerre, l'après-guerre. L'avant-pandémie, où est-ce que le monde, je trouvais qu'il était super interconnecté ici. C'est ce que j'aimais. Ouais. C'est sûr que l'arrivée des technologies, les nouvelles générations, on est plus sur les écrans, on est moins dans le physique. Mais moi, personnellement, j'applique toujours un côté, je veux dire, je me force. Je vais beaucoup dans les 5 à 7. Ok. Je fais beaucoup de PR. Je garde beaucoup de connexions humaines autour de moi. Tu sais, je vais visiter mes parents presque à chaque fin de semaine. C'est important pour moi. Tu sais. Ouais. Aujourd'hui, on peut juste faire une vidéo, appeler ses parents, mais pour moi, c'est important d'avoir cette présence-là. Tu sais, je les invite à souper, je reçois beaucoup chez moi. Fait que je garde un côté très proche avec l'humain dans mon quotidien. Même, je dirais, avec mes clients, c'est très important de me déplacer vers mon client, d'aller le rencontrer. Des fois, on se dit, ah, on se fait un Zoom. Tu sais, j'ai des mariages qui s'en viennent au mois de septembre, au mois d'août. Mais moi, j'aime ça, aller les rencontrer. Je me déplace, je veux les voir, puis je tiens à ce contact humain parce que pour moi, c'est important. Ben oui.
Fait que je perpétue ça autour de moi. Je suis bien entouré aussi. Je suis entouré d'amis qui ont un peu, si tu veux, ces mêmes valeurs. Mais d'ordre, si on veut donner un peu notre avis sur la société, c'est sûr que la société part un peu à la dérive sur ce Ouais. côté-là. Mais moi, j'essaie toujours de garder, fait que ça soit Montréal ou même j'aurais été à autre, je veux dire, une autre ville où j'aurais mon commerce serait, par exemple, même sur la rive nord. J'essaierais de créer un peu, si tu veux, ce petit milieu qui fait le 360, Ouais. si on veut, ce petit comité qui va toujours interconnecter les gens. Le vois-tu comme un skill principal à avoir dans ton domaine? Ou est-ce que... Parce que de plus en plus, moi-même, c'est un challenge pour moi. Où est-ce que je suis quelqu'un de très connecté sur les réseaux? Ou est-ce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, mais que je connais pas ou des trucs du genre? Puis j'ai beau faire du PR ou des 5 à 7 ou autres. Des fois, j'ai quand même un petit peu ce social anxiety, là, de comme, tu sais, tu connais pas les gens. J'ai pas envie d'aller me présenter puis de faire ça. Puis de plus en plus, j'essaie de travailler, puis de physiquement être souriant, puis de dire bonjour. Puis des petites choses tellement simples où, tu sais, la madame au IGA que je vois tous les 2 jours, d'essayer de bonjour, de retenir son nom, des skills sociales que je trouve qui se perdent de plus en plus parce que justement, on n'en voit plus juste une Marie-Josée par jour, on en voit 45 à cause des réseaux, des choses. Est-ce que toi, tu sens que c'est un skills qui est vraiment important de nos jours à avoir? Puis toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou tu sens que tu l'avais peut-être naturellement dès le départ? Moi, ma nature, je suis très social, Ok. déjà à la base. Fait que c'est sûr que ça tout dépend de ta personnalité. Il y a des personnalités un peu plus introvertes, plus réservées, mais c'est un aspect important pour moi. Ouais. Fait que des fois, c'est naturel, certes, mais il y a aussi le fait que j'exerce un métier que c'est très rassembleur. Tu sais, je veux dire, j'exerce la cuisine justement, c'est une des raisons pour laquelle c'est une de mes passions, parce que c'est un point où ça rassemble des gens. Ouais. Fait que tout le monde se rassemble autour d'un repas, autour d'un barbecue, fait que où est-ce qu'il y a de la nourriture, il y a des gens. Ouais. Et c'est ça qui me nourrit, moi, tu Ouais. vois. Ça, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de prôner, même à travers mes produits ou autres, où est-ce que lorsqu'il y a un échange de parfait, je vends un produit, j'ai de l'argent en retour, tu sais, c'est l'objectif de la business. Mais au final, tu rends aussi quelqu'un probablement heureux ou content de son achat ou tu le fais découvrir quelque chose. Fait que j'essaie de transmettre un peu ce que tu fais toi en personne grâce à la restauration d'une façon aussi en ligne qui peut être quand même authentique. Ou est-ce que c'est pas juste tu likes des publications, puis d'essayer de réellement remercier les gens, de vraiment essayer peut-être même d'avoir des appels téléphoniques des fois pour avoir leur avis sur comment ils ont trouvé l'expérience avec nous, est-ce qu'ils aiment leurs produits, s'il y a un problème, vraiment d'essayer d'être vraiment rapide à le régler aussi. Je trouve que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui perdent ce petit côté-là humain de service client. Ou est-ce qu'on. C'est juste un échange de richesse, de voici mon produit, je prends ton argent and it's done deal. Mais je trouve vraiment qu'il y a. Les gens devraient mettre plus à cœur de vraiment prendre soin des gens autour d'eux. On revient un petit peu à ce que tu parlais tantôt de juste donner de son temps ou donner, comme tu disais, pour la soupe populaire ou autre avec les gens. Je pense vraiment que de revenir à des bases un peu plus humaines peut tellement apporter plus pour ta business. Puis de... Je pense qu'il y a une tangente aussi. Les gens commencent avec l'arrivée de tout ce qui est intelligence artificielle. C'est sûr que les nouvelles générations, ils baignent dedans. Je me considère pas comme une ancienne génération, mais je veux dire, de haut de mes quarantaines, je regarde ça, puis je vois que les gens commencent il y a un effet positif. Les gens commencent à voir la différence. Il y en a qui en ont peur même. Ouais, Puis ils commencent à réaliser que l'aspect humain est quand même très important. Faut ouais. pas le perdre. Ben non. Faut pas s'embarquer à 100%. Je veux dire, la technologie, il faut savoir l'utiliser. Et moi, je répète toujours, je veux dire, à mon équipe, aux gens, tu sais, des fois, on arrive, on a fait un mariage, admettons, en formule sauvette. J'ai jamais fait un mariage en 3 jours. Puis je l'ai fait parce que quelqu'un qui m'a référé, parce qu'ils ont perdu leur traiteur. C'est justement quand il y a eu les pluies, il y a eu des Ouais. inondations. Le traiteur était inondé. Puis on m'appelle 3 jours à l'avance du mariage pour 90 personnes, 100 personnes. On me dit, Hamza, la fille, elle voulait brailler au téléphone. Elle me disait, j'ai un mariage, j'ai pas de traiteur. Je dis, on va s'occuper de toi. Je dis, si tu me laisses carte blanche, c'est sûr que je pourrais pas te faire la grosse folie parce que les délais ne le permettent pas, le temps de faire mes commandes et tout ça, mais je vais te faire quelque chose de beau. Puis écoute, j'ai eu une lettre de remerciement durant le mariage. Ils l'ont écrit à la main, les mariés. Puis ça a été, sans parler je veux dire, des pourboires qu'on a reçus, juste le côté humain, la façon qu'ils nous ont remerciés, pris le temps d'écrire une lettre, c'était tellement touchant. Ouais. Et je leur ai dit, il faut jamais oublier qu'on est des marchands de bonheur. C'est ça notre mission. Je suis d'accord. C'est d'arriver quelque part, puis de transmettre, de rendre les gens heureux avant tout. Ouais. Moi, mon payback,
Si je voulais vraiment, je veux dire, faire de l'argent, je ne m'en serais pas dans la restauration. C'est pas le domaine le plus lucratif, honnêtement. Non? J'ai d'autres skills dans d'autres domaines où c'est là que je pourrais vraiment fructifier. C'est que je veux vivre de ma passion. Ouais. Je veux avoir notre paye quand on travaille, quand on est passionné, c'est d'avoir la satisfaction du client, le petit changement que tu arrives à faire, à provoquer chez les gens quand ils ont leur première bouchée, quand ils ont un événement bien réussi. Puis c'est ça, je pense, ça, Ouais, c'est j'aime ça. l'essentiel. C'est important. La passion, au final, je le dis souvent, il y a bien des gens qui n'ont pas ce luxe-là de travailler dans leur passion pour X, Y raison dans la vie. Mais je pense que de trouver quelque chose qui vous passionne, même si c'est à l'extérieur du travail, peu importe qu'est-ce que c'est votre passion, il y en a que c'est leurs enfants, un sport, un whatever. Je peux te dire que c'est très éducatif aussi parce que moi, c'est mes parents qui nous ont transmis ça. Ok. Et je pense que des fois, moi, j'analyse, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Et j'analyse ma sœur, qui est une infirmière. Elle a travaillé ici au Québec pendant plus d'une quinzaine d'années. Ensuite, elle s'est mariée, elle est partie aux États-Unis. Et durant la pandémie, elle a travaillé comme en traumatologie, même en soins intensifs. Elle a soigné des grands brûlés. Elle tripe. Ouais. Tu sais, nos parents, quand on était jeunes, ils ne nous poussaient pas à aller faire des hautes études juste pour aller devenir docteur, avocat, whatever. Ils nous ont toujours transmis la façon de faites votre passion. Faites quelque chose que vous aimez. Ouais. Et mon frère, c'est un humoriste. Lui, il travaille, justement, c'est sa passion, il vit de sa passion. Lui, très jeune, il faisait rire les gens, il embarquait, tu sais, il faisait des blagues, puis lui aussi, c'est un gros passionné. Tu Ouais. le vois, il faisait des trucs, justement, gratuits, des levées de fonds, il s'implique beaucoup dans son domaine. Tu le vois qu'il vit même durant la pandémie, le domaine des arts a été très touché, Ben oui. et il a toujours persévéré, il a continué, il a trouvé son moyen de passer à ça. Et moi, je vis de la cuisine qui est ma passion. Fait que déjà, les trois enfants ont envie de nos passions. Et je pense que c'est de remercier les parents pour l'éducation qu'ils nous ont transmis, pour nous avoir mis, parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui donnent de la pression aux enfants de réussir, peu importe. Ouais. Tu sais, je te paye des études privées, go, il faut que tu deviennes, il faut que tu deviennes. Puis à un moment donné, mais les gens, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui font des jobs super bien payés, mais qui sont pas heureux dans ce qu'ils Ouais, font. exact. Ça, c'est vraiment important à prendre en considération. On en voit de toutes sortes, des gens riches à craquer, mais qui n'ont pas l'air heureux ou qui sont pas heureux. Moi, ça va toujours être important de faire ce qui me passionne, de transmettre ça à mes enfants aussi, puis de leur donner du temps aussi. Ça, c'est super important. Justement, le domaine de la restauration, je connais quand même ça. J'ai vu de nombreux restaurateurs travailler du matin au soir en tout temps. Dirais-tu que c'est quand même quelque chose que tu as réussi à bien gérer en ayant Dès le trois départ. enfants aussi? Dès le départ. Ouais? Pour avoir travaillé dans la restauration, fini très tard, Ouais. avant d'avoir une famille. Quand je vais à mon restaurant est ouvert de 9 à 5. OK. Fait que j'ai vraiment visé, je veux déposer mes enfants, garderie, école, déjeuner avec eux le matin, Ouais. je veux revenir manger avec eux le soir. J'adore ça. C'était le mot d'ordre. J'adore ça. Pour moi et le monde, je veux dire mon entourage, ils me disent Hamza, t'es bien situé, pourquoi t'exploites pas le soir, tu pourrais faire le double, le triple. J'ai dit, ça fait pas partie de mes priorités. Ma priorité, c'est vraiment la famille avant tout. C'est sûr qu'il faut subvenir à nos besoins, mais Ouais. je veux dire, si je suis capable de m'en sortir avec ça, pourquoi le plus? Tu sais, d'aller toujours. Si tu vas me dire c'est anti-entrepreneurial, moi je pense que non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dans toute sa splendeur. Je veux dire, c'est d'entreprendre. Ouais. Et une famille, pour moi, c'est un projet de vie. Fait que quand tu entreprends d'avoir une famille, il faut que tu donnes le temps. Il faut que tu donnes le temps. Tu sais, de faire des enfants, je pense pas que c'est compliqué pour les gens de juste avoir une progéniture, puis là, tu les places, garderie, école, et là, tu travailles, puis tu les vois pas. Puis une fois qu'ils grandissent, mais tu te rends compte que finalement, ça t'a servi à quoi d'avoir des enfants? Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi ta legacy? Qu'est-ce que tu leur lègues? Ouais. Si ce n'est pas de passer du temps, de les éduquer, d'avoir des vacances avec eux, de leur graver des souvenirs. Tu sais, moi, c'est ça aussi. Je vis de ça parce que mes parents m'ont élevé comme ça. Mes parents ont gravé des beaux souvenirs durant toute mon enfance où est-ce que mon père et ma mère, ils prenaient des 3 mois de congé. C'est vrai que, bon, en Algérie, c'est un autre système. Ma mère, tu sais, comme enseignante, elle avait déjà 2 mois. Elle prenait un mois à ses frais. Mon père aussi. Fait que des fois, on partait en camping pendant 3 mois. Tiens. Tu sais, c'est quoi 3 mois au bord de la mer avec tes parents, tes cousins, tes frères, tu sais, des familles qui se rassemblent. Ça te laisse des souvenirs gravés. On prenait le temps de passer ensemble. Ouais, ça, c'est bien. Aujourd'hui, les gens se croisent à peine. Ouais. Tu sais, c'est comme ils déjeunent pas avec leurs enfants, puis à un moment donné, ça va vite. Moi, le mien, quand j'ai un véhicule que j'utilise plus ou moins, c'est un véhicule récréatif.
Je voulais le mettre à vendre et mon garçon m'a dit laisse-moi là, j'ai mon permis dans 2 ans, ça m'a frappé. Pour moi, moi j'étais papa à 27 ans, pour moi Ouais. c'est encore un bébé là, il y a 14 ans, il me dit je vais avoir mon permis dans 2 ans, ça waouh, Ouais, ça va vite. ça Ça va va très vraiment vite. vite. Puis c'est comme tu l'as dit, je pense que c'est la meilleure leçon du podcast aujourd'hui, là. Prendre le temps. Moi, je le vois en ce moment comme... C'est une des choses qui me rend anxieux, peut-être, le temps. Que j'ai vraiment l'impression que de ma 20... Je suis même pas sûr qu'il a dit ça dans sa vie, là. De 20 à 30 ans, on dirait que le temps allait comme il allait. Tu sais, de 10 à 20 ans au secondaire, là, je veux dire, le temps est long, là. Tu regardes l'horloge, le cours peut-tu finir? C'est long. De 20 à 30 ans, la vie goes on. Là, j'ai passé 30 ans, j'ai 31. Là, mon Dieu, que les jours, c'est des mois. Je cligne des yeux, on est rendu à Q3 2025. Ça va très vite. On n'a pas le contrôle du temps, Non. mais on peut avoir le contrôle de soi par rapport au temps. Fait que ça, le monde ne le prenne pas en considération. Le temps va passer anyway, mais c'est à toi de décider de prendre des pauses ou de dédier ton temps quoi en faire. Parce que si le temps a le dessus sur toi, bon, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, et tu te laisses aller, mais tu n'auras jamais aucun contrôle parce que ça va vite. Et Ouais. le beat, c'est voulu aussi, je veux dire, dans ce monde que tout va vite. La technologie, le développement, tout s'accélère à une vitesse grand V. Ouais. Des fois, on pense que c'est juste une impression. Est-ce que c'est nous? Parce qu'on vieillit, parce que quand on était jeune, il me semble que les journées étaient beaucoup plus longues. Dans une journée, là, c'était... Puis pour casser ça, mais il faut justement se prendre des petits moments. C'est vrai, il y en a des gens qui méditent, il y a des gens qui font du yoga, des petits moments dans la journée ou dans la semaine. Mais il faut aussi avoir un contrôle. Moi, je l'applique même en entrepreneuriat, même dans mon travail, que, admettons, à la Formule 1, c'est quand même l'événement annuel pour les restaurateurs, on s'entend. Mais ça arrive souvent le mois de juin. Et moi, le mois de juin, le 15 et le 17, c'est l'anniversaire de mon garçon, l'anniversaire de mon épouse. Fait que moi, je suis tout le temps parti en vacances. Moi, je prends mes vacances. Ok. Et le monde me dit, ouais, c'est comme le moment d'être là, puis toi, t'es pas là. Quand je suis capable de déléguer, j'ai déjà pris des contrats avec la Formule 1, je délègue. Je prends le temps de... Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont prioriser le travail. Là, je pars d'ailleurs dimanche pour le mariage à mon frère et je pars en vacances en Europe. Et là, ben, c'est Oshaga, le premier de trois. Ouais. Mon food truck va être là, j'ai une équipe là. C'est stressant parce que c'est quand même gros, c'est un gros événement, mais je vais être en vacances. Ouais. Je vais être avec ma famille. Pour moi, la priorité, je ne manquerai pas mon voyage familial pour être sur un contrat. Ouais. Et ça, c'est ma façon de contrôler le temps. De passer du bon temps en famille et de pouvoir aussi performer. Tu délègues. Il faut juste trouver une alternative. Ouais. J'adore ça. C'est la leçon du jour, je pense. Ah, mais merci. Si je te demande en terminant, qu'est-ce que tu vois pour la suite? Je pense que tu disais à Christine aussi qu'il y avait peut-être d'autres projets. Y a-t-il des choses qu'on a le droit de dire sur le podcast? Des choses qu'on n'a pas le droit Écoute, de il y a dire? un beau projet qui s'en vient. Généralement, je parle pas de mes projets avant qu'ils soient soit signés ou soit, je veux dire, entamés Ouais. officiellement, parce que, tu sais, À ton honneur. ouais, exactement. Fait que j'ai un beau projet qui s'en vient, vraiment. Ça se garde aussi, c'est un projet autre. C'est pas de la restauration en tant que tel, mais ça garde un lien. Moi, j'ai toujours mon centre, mon épicentre, c'est la cuisine. Fait que Ouais. tout ce que je fais, les projets tournent toujours autour de la cuisine. C'est un projet d'envergure. C'est un projet aussi qui va novateur, honnêtement, au Québec. Ça va vraiment être cool. J'ai hâte. On travaille dessus depuis plusieurs mois. J'ai hâte de voir. Ça va peut-être mi-automne. Ok. Ça, on arrive avec les délais. J'ai des projets aussi à l'externe. Durant la pandémie, on a passé peut-être presque 2 mois au Mexique. On nous a fermé ici. Puis j'ai investi au Mexique. Ok. Fait que j'ai des projets aussi à l'international qui... je fais des allers-retours pour ça. Fait que c'est ce qui s'enligne. La franchise. Le monde me demande depuis un bout de temps, je travaille dessus. On aimerait avoir des franchises un peu partout. Des gens qui me demandent déjà d'aller à Québec, à Ottawa. Fait que je pense que ça serait on est arrivé là. Le prochain step. Ouais, le prochain step, c'est de franchiser peut-être chez ta mère. J'ai peur, honnêtement. J'ai pas peur du projet, mais j'ai peur de... Et ça va aller... Il faut l'accepter à un moment donné ou à un autre moment parce que le fait de scaler à franchiser, tu vas perdre du qualitatif. Ouais. J'ai peur de ne pas plus avoir de contrôle sur ta marque. Je l'ai jamais fait. Ouais. C'est jusqu'à date, j'ai pas d'associé, je suis tout seul dans mes business. Et j'en ai eu un qui s'est mal passé. Ça veut pas dire que je suis fermé à l'idée, mais le fait de... J'ai appris à déléguer. Tu sais, j'ai des gestionnaires maintenant qui gèrent le restaurant, mais déléguer ta marque
Ouais. Et la laisser quelque part sous le nom de quelqu'un d'autre, c'est quand même Tu vois, un gros step. j'ai reçu beaucoup de gens J'ai reçu les gens de Decans qui n'ont pas voulu vraiment partir en grosse franchise pour ce genre de raison-là. J'ai reçu Salvatore qui, au contraire, eux, ont spécialisé le fait de franchiser. Fait que c'est toutes des choses que je pense qui... Tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Est-ce que tu sens, par contre, qu'il y a un moment donné où est-ce que c'est enough? Tu sais, l'entrepreneur, on veut tout le temps créer, on veut plus, on veut... Puis quand on veut plus, c'est pas juste financièrement, c'est aussi... C'est de créer, c'est d'entreprendre. Est-ce que tu sens qu'il y a un moment que tu es capable de dire c'est assez? Ou est-ce que pour l'instant, justement, comme tu sais, est-ce que tu pourrais dire à un moment donné, ben finalement non, les franchises, ça me tente pas, j'ai pas envie d'aller de l'avant? Ça va dépendre. Moi, je vais vraiment, tu sais, tu peux projeter ce que tu veux. Moi, je suis un gars du moment. Je suis un gars vraiment du présent. Tu sais, on a des projections dans la vie, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est Ouais. bien d'avoir des objectifs, mais moi, je vais avec le flow. Tu sais, si cette année, je regarde, j'analyse, je regarde comment se comporte, je veux dire, l'économie, comment se comporte le projet en tant que tel, et c'est là que je prends des décisions. Est-ce que c'est le moment d'en ouvrir un autre, la demande est là ou Ouais. non? Et je te dirais, j'ai d'autres projets qui sont en lice. J'ai un bucket list bien rempli. C'est bien? Fait que j'y vais, j'ai appris à y aller un projet à la fois. Tu sais, avant, j'étais plus très éparpillé. Puis pour moi, de faire des 20% partout, je préfère me concentrer sur un projet à la fois. C'est la raison pourquoi aussi l'émission à la radio, elle a été mise en pause. Ma candidature en tant que président de l'association, j'ai mis, tu sais, pour me focus un peu plus Ouais. sur ma business. Fait que je vais un projet à la fois, mais j'ai pas mal d'idées de projets ici au Québec, même un projet à la télévision. J'ai déjà Ok. fait de la télé. Ok. Fait que ça pourrait être super intéressant aussi. On s'en reparlera avec grand plaisir. Oh, ouais. Je te souhaite au maximum. Félicitations pour tout ce que tu fais. Puis je vais suivre ça avec attention. Très hâte de voir ton projet aussi à l'automne. Ben merci Très beaucoup. hâte En de tout cas, voir merci ça. pour l'invitation. Merci Ça m'a pour fait ces vraiment merveilleux plaisir de conseils. ce petit moment passé ensemble. C'était génial. Puis Ça tes m'a stages. remis dans le beat. Ouais. Ouais, vraiment. Mais La j'aime radio, là, ça. c'est. Je me sortir ici avec une piqûre, là, une envie de. Oh! Mais je trouve ça bien. Tu sais, je veux dire, j'ai reçu tellement de tout type d'entrepreneurs. Puis il y en a que c'est fast pace, il y en a que c'est slow pace. Je répète ce que tu as dit, tu es dans le moment présent. Fait que t'es juste, tu respectes ton pace. Puis ça, je respecte beaucoup ça. Parce qu'encore une fois, des fois, moi, je suis plus dans le fast pace, mais je m'essouffle. Puis je vais le dire, j'ai envie des fois de pouvoir être plus sur un pace qui respecte un petit peu plus ma personne. Puis tu sais, des fois, on est jeune, on se sent invincible. Puis là, je commence à sentir des fois qu'on est plus fatigué ou le 5 heures le matin, il est plus difficile des fois. Ou d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'écouter, tu l'as dit tantôt aussi, d'apprendre à se reposer. L'entrepreneur, on dit qu'on veut jamais se reposer parce qu'on travaille tout le temps. Puis de prendre un break, c'est tellement bénéfique pour tellement d'autres raisons. Puis pour la famille aussi, moi, c'est une de mes valeurs principales. Mais de prendre un break pour soi, j'ai toujours dit, hein, t'es la personne qui est comme le pilote, hein, de ton bateau, de ton avion, de ta business, de ta famille. Si toi, tu tombes, Exactement. tu laisses tomber tout le monde aussi. Et on a tendance à dire que l'entreprise, c'est une entité à part entière, mais avant tout, l'entreprise, c'est toi. Ouais. Fait que, tu sais, si tu prends pas soin de toi, c'est justement pour rejoindre ce que tu viens de dire. Et dans le domaine entrepreneurial, on a tendance à s'oublier. Ouais. On pense toujours à entreprise, tu sais, la croissance et tout ça, mais moi, j'ai pas peur de me prendre du temps pour moi, puis j'ai pas peur de. Je te dirais pas au détriment de l'entreprise, Ouais. mais vraiment, je passe avant l'entreprise. Parce que c'est ma personne, c'est Ouais. ma santé, c'est ta famille. Et l'entreprise, ben, au pire des cas, même si elle prend un coup, elle sera capable de se reprendre. Ouais. Tu sais, on a des fois des mauvaises passes en entreprise, une mauvaise année, un mauvais trimestre. Mais toi, si ta santé en prend le coup, pose-toi la question. Ouais, C'est là où est-ce que tout est la différence. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont des gros entrepreneurs ici à Montréal, de grosses réussites, mais qui vont mal personnellement parce qu'ils ont ce stress-là, ce poids-là. Puis je dirais, tu sais que ton entreprise pourrait aller autant, même mieux, si tu prenais soin de toi. Ouais. Fait qu'il ne faut pas s'oublier non plus. C'est important. Merci, Hamza. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Ben, bien sûr, certainement. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast Ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Laissez des commentaires aussi, on les lit à chaque semaine. Si vous avez des invités en tête que vous aimeriez qu'on reçoive sur le show, si vous-même peut-être vous aimeriez venir, si vous aimeriez sponsoriser le podcast, peu importe, écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et sur ce, à la semaine prochaine.